Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, dans cet épisode, nous allons accueillir Johan Lorito, un autodidacte passionné par la photographie des orages et fondateur de Météo Varoise. Depuis sa création en 2015, cette entreprise a pour mission d'améliorer la prévention des phénomènes météorologiques dans le département du Var. En réponse à des épisodes orageux intenses, Johan a mis en place un système d'alerte permettant de fournir des prévisions météorologiques précises et détaillées. Météo Varoise a rapidement gagné en notoriété, décrochant son premier contrat avec la commune de La Londe-les-Morts en mars 2015. En quelques années, les prévisions ont atteint plus de 1000 particuliers ainsi que de nombreux professionnels et collectivités. L'entreprise s'est également engagée dans l'installation de stations météorologiques pour protéger les biens et les personnes, notamment après les inondations de 2014. Johan, mon invité, a su se diversifier en travaillant avec les secteurs viticoles, agricoles, du bâtiment, de l'alimentation et du tourisme, en fournissant des prévisions essentielles pour ses activités. En parallèle, il a intégré les sapeurs-pompiers du Var comme expert météo en 2019 et a été récompensé par la médaille de la sécurité intérieure pour son engagement lors du terrible feu de Gonfaron en 2021. Alors avant de commencer, j'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes des terribles inondations en Espagne, puisque je le rappelle, cet enregistrement de podcast a lieu le lendemain de ces inondations. Et il faut savoir que nous-mêmes, nous avons été touchés par ce violent orage il y a quelques jours sur notre département et notamment sur notre commune de Saint-Raphaël. Johan, bonjour, merci d'être là, merci infiniment. Peut-on dire qu'on a frôlé la catastrophe il y a quelques jours dans le département ? Bonjour Christopher, merci pour cette invitation. Concernant les récents événements, on peut dire qu'on a frôlé la catastrophe. On a eu quand même beaucoup de dégâts, beaucoup d'impacts. Chez nous, on a été fortement touchés sur le Var. On a eu un épisode qui était connu, qui a été quand même bien prévu. Et c'est vrai qu'on a quand même subi aussi, sur la fin de l'épisode notamment, et ensuite ce qu'on appelle la goutte froide, donc la dépression qui génère ces orages très violents, s'est décalée sur l'Espagne et a généré des phénomènes encore plus forts, encore plus stationnaires, encore plus violents, encore plus étendus, avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que cet orage qu'on a pu voir notamment en Espagne, est-ce que finalement ce que tu dis, c'est un petit peu c'est ce qu'on aurait dû avoir un petit peu dans le département et ça s'est renforcé en Espagne. Est-ce qu'on aurait pu avoir la même chose au sein de notre département il y a quelques jours ? Alors dans les deux cas, une perturbation très pluvieuse, c'était clair. Maintenant, il y a des types d'orages, des comportements de certains orages qui diffèrent parfois avec la même dépression d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre. Là, en l'occurrence, ce qu'ils ont eu en Espagne sont ce qu'on appelle des orages en V, qui ont une forme de V au satellite en gros, et qui stationnent pendant des heures et des heures avec des intensités qui sont énormes au niveau de la pluie. On a eu des cumuls jusqu'à presque 400 mm en 4 heures, donc c'est phénoménal. Et en fait, l'instabilité était plus forte encore là-bas, dans le sud-est de l'Espagne, que chez nous, donc il y a eu des événements. Est-ce qu'on peut dire que on en reparlera après, mais on a la chance de t'avoir dans le département avec un système de prévision notamment quasiment instantané, voire même instantané. Est-ce que dans la commune, notamment dans la commune de Valence, est-ce qu'ils avaient ce système-là ? Alors je ne sais pas si le Var a la chance de me connaître. En tout cas, moi, j'essaye de faire au mieux. Moi, j'ai subi aussi ces intempéries-là, bien avant que j'entreprenne cette activité. En Espagne, ils ont aussi un service météo national qui déclenche des alertes sectorisées. Après, c'est un peu partout pareil. En fonction de l'intensité de la perturbation, parfois on peut être pris de court et il y a des intensités qui nous dépassent. Donc le phénomène qui allait arriver en Espagne était connu, on avait beaucoup de certitudes sur la zone. Après c'était l'intensité. Voilà, est-ce que l'orage qui était prévu par les modèles météo allait vraiment se réaliser ? C'est un point d'interrogation, on ne peut pas sortir le rouge aussi que sur cette base-là puisque c'est une alerte rouge qui est sortie. Bon, pour tout vous dire, moi j'ai hésité à y aller personnellement, je ne l'ai pas fait parce que en fait, le secteur de Valence est une zone où je n'ai pas encore mis les pieds réellement. Castellón, un peu plus au nord, oui, mais pas à Valence. Et je savais qu'en y allant dans cette configuration-là, je pouvais moi-même avoir des difficultés par non-connaissance du terrain. Voilà. Merci Johan. Donc là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, et notamment sur ton parcours d'entrepreneur, puisque tu as fondé notamment Météo Varoise. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur dans le domaine de la météorologie, et finalement, comment t'es venue cette passion ?
Alors, j'explique pas comment est venue la passion. Je l'ai toujours eu et mon plus vieux souvenir est Noël 2000. J'habitais à Brignoles et j'habite toujours à Brignoles. Et donc, on a vu un orage phénoménal le 24 décembre au soir. Et c'est le plus vieux souvenir, je m'en rappelle très bien. On avait eu des éclairs tout. Et puis, ça a continué, ça s'est amplifié. Donc, c'est vraiment l'orage et la foudre en fait au départ. Et puis, c'est cette passion qui s'est diversifiée après, hein, avec l'âge, en prenant de l'âge et l'arrivée d'Internet aussi dans les foyers. Donc ça veut dire plus de données encore à disposition, plus de connaissances, voilà. J'ai pu étoffer un peu mon domaine de compétences, pas seulement via l'arrivée d'Internet ou d'ouvrages, hein, mais aussi en allant sur le terrain, en grandissant et en m'en rendant compte personnellement de certaines choses, de certains phénomènes. Et tu trouves qu'il y avait un réel manque justement sur les prévisions météorologiques? Quelle est la différence finalement que tu vas pouvoir apporter avec les prévisions météorologiques que nous connaissons tous avec Météo France, et est-ce que tu vas, enfin moi je le sais, mais en quoi tu vas beaucoup plus loin? Qu'est-ce qui te permet justement de donner des prévisions beaucoup plus précises que Météo France? Alors déjà, en partant d'un principe de base, par exemple là on est en 2024, si on prend il y a 15-20 ans les données que nous avions pour prévoir le temps, on avait beaucoup moins de choses pour aujourd'hui faire de la prévision. Maintenant ça a changé, on a beaucoup plus de stations, on a beaucoup plus de données aussi aériennes, on a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de relevés qui sont faits et donc on a plus la possibilité de quantifier l'état de l'atmosphère à un instant T sur un endroit donné. Ça, c'est une chose. Mais j'ai remarqué, moi, sur le début des années 2010 notamment, donc il y a eu 2010, la catastrophe de Draguignan et de la plaine de l'Argence, etc. Puis il y a eu quand même des inondations en 2012, il y en a eu en 2014, et puis ça a continué après encore en 2018, plus récemment. Bon, il y avait un problème d'anticipation de l'intensité de ces phénomènes-là. Voilà. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir prendre position sur, écoutez, il y a beaucoup de données qui se rejoignent pour dire que telle zone ou telle zone va être sous la menace d'un orage stationnaire, de fortes tempêtes, etc. Et j'ai trouvé que c'était un peu lâche, en fait, le niveau d'information que nous avions, quand, en fait, à un moment donné, quand vous êtes amateur à ce stade et que vous avez plus d'informations qu'après les organismes nationaux, bon, je pense que c'est quand même compliqué et qu'à un moment donné, quelqu'un doit finir par prendre une décision pour alerter les gens, pour prévenir les gens. Je pense que c'est un principe de base qui, aujourd'hui, s'est beaucoup amélioré. Mais la base, c'était anticiper pour mes clients, déjà qu'il n'y ait pas de catastrophe. Et puis après, ça s'est diversifié sur la viticulture, l'agriculture en général, l'activité nautique, voilà. Bon, après, c'est très ramifié. On va en reparler d'ailleurs sur le sujet et on peut le voir à chaque fois que maintenant il y a un phénomène météorologique. Bon, on parlera un petit peu des feux de forêt aussi tout à l'heure, mais notamment sur les inondations. Est-ce que tu penses que ces phénomènes vont être de plus en plus violents avec les années à venir? Alors, il y a un constat qui est clair, c'est qu'on a déjà des intensités plus fortes. On le voit sur les intensités de pluie que nous avons. Hein. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de dégâts. Pour autant, il y avait déjà des inondations avant, des phénomènes dangereux avant qui se produisaient. La seule petite différence, c'est que le dérèglement climatique commence à nous faire perdre certains repères climatologiques, dans le sens où parfois vous allez avoir des années où il fait sec et où on va un peu oublier l'aléa inondation. C'était le cas par exemple de 2020 à 2023, hein, il n'a pas beaucoup plu. Et puis on arrive en 2024 et tout de suite on est remis dans le bain d'une année très pluvieuse avec les conséquences que l'on connaît. Le dérèglement climatique, en outre, il a été prouvé qu'un excès de chaleur sur la Méditerranée apportait plus de contenu en vapeur d'eau, plus d'humidité, donc plus d'humidité disponible en gros pour les développements orageux pour se former et donc précipiter plus fort aussi sur les contrées méditerranéennes. C'est quelque chose qui a été montré et donc avec l'accélération de ce dérèglement climatique, vivement que effectivement ces phénomènes violents mais aussi très courts puissent se produire plus souvent et dans des régions qui n'avaient pas forcément l'habitude avant. Est-ce que tu as peut-être, tu pourrais nous partager, notamment pour nos auditeurs et notamment tes nombreux abonnés aussi, un moment ou une réalisation particulière, peut-être un événement marquant où tu t'es dit putain, je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de ce que je fais parce que ça permet d'aider les gens, de parfois peut-être même, et même bien souvent, de sauver des vies, et de l'impact finalement que tu as eu jusqu'à présent. Est-ce que tu as une anecdote particulière, un exemple concret à nous donner par rapport à ça ?
J'en ai peut-être deux. Juste avant que je débute Météo Varoise, donc il y a eu les inondations de la Londe. Il y en a eu deux en 2014, janvier et novembre. Aujourd'hui, en 2024, je croise encore des personnes, puisque je suis très attaché au territoire varois en général, je croise encore des gens qui me remercient pour avoir sauvé leurs proches. Voilà, parce que parfois, vous avez des personnes en situation de handicap, etc. Il faut prévoir pour évacuer ces gens-là ou les mettre à l'étage. J'ai encore des gens qui me remercient là-dessus. C'est touchant, hein, des années après, 10 ans après. J'ai eu le cas en 2019 où je pense qu'on a bien géré les inondations de 2019, c'est-à-dire novembre puis début décembre, avec 2 alertes rouges en une semaine. Là aussi, la prévention m'a permis, je pense, de préserver de nombreux biens déjà, et peut-être la vie de personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'on m'a vivement remercié pour ça. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, et je pense qu'en ça, je suis utile, voilà, sur ces situations-là. Ça, tu peux en être sûr. Merci en tout cas. Alors sur la Minute Pitch, je pense que tu as pu voir un peu mes dernières vidéos. Nous avons eu Florian, donc le fondateur de l'agence de communication EOCOM sur ce fauteuil. Nous avons eu après Marion de Croque-Ton Sud, Pascal Baki, le président du club de hand de Saint-Raphaël, qui se sont tous prêtés avec succès à cet exercice. Donc je vais te demander aussi de pitcher ton entreprise, de pitcher Météo Varoise et de nous dire un petit peu qu'est-ce que Météo Varoise, pourquoi, comment, voilà, de nous parler de son impact aussi. Voilà, tu as 1 minute 30, c'est le traditionnel exercice que j'aime bien faire. Voilà, c'est à toi. Ok, alors voilà, Yohan Lorito, passionné de météorologie. Aujourd'hui, je possède l'entreprise Météo Varoise que j'ai créée. J'en suis très fier. Alors aujourd'hui, Météo Varoise, ça a pour but d'accompagner des professionnels et des particuliers afin d'anticiper les crises météorologiques. Alors pour les particuliers, ce sont pour les besoins courants de la vie, normal, mais pour les professionnels, les collectivités, il y a un réel enjeu. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, je pense que voilà, il faut être au plus proche de ses clients, c'est très important, surtout quand on parle de phénomènes climatiques. On a installé un réseau de stations qui permet d'avoir beaucoup de mesures, beaucoup plus qu'il y a 20 ans sur le Var, et donc de pouvoir prévenir, anticiper, conseiller les gens. Le devoir de conseil est très important dans ma profession. Et c'est pour ça qu'on accompagne toute l'année, aussi bien donc des professionnels que des particuliers, des restaurateurs, comme des jardiniers, comme des viticulteurs, comme des professionnels du nautisme, comme des communes, voilà. Donc ça, c'est très enrichissant et c'est un travail de tous les jours. Oui, je me doute bien qu'il n'y a pas de week-end dans ce même... Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, voilà. Mais merci, la météo n'attend pas. Merci beaucoup, Yohan, pour cette minute pitch. J'aimerais revenir un petit peu et rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je sais que tu aides aussi beaucoup les entreprises. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous donner un peu quelques exemples sur comment ton entreprise, comment Météo Varoise va aider les entreprises justement à anticiper les conditions météorologiques? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu as des exemples à nous donner d'entreprises ou des cas concrets qui ont pu bénéficier de tes prévisions, de tes alertes, et notamment dans le secteur agricole ou viticole qui sont, nous le savons, parfois, enfin, même très souvent touchés par ces phénomènes et c'est important tu es très important dans ce secteur-là aussi, nous le savons. Alors effectivement, créer une entreprise à la base, j'avais 18 ans, donc c'est aussi trouver un modèle économique. Et il n'y a pas des inondations tous les ans forcément impactantes, donc il n'y aura pas forcément autant de clients qui seront demandeurs à l'année. C'est pour ça qu'il a fallu diversifier aussi. Et effectivement, la filière agricole et puis viticole, c'est quelque chose dans le Var qui a une grosse emprise. On a beaucoup de domaines viticoles dans le Var et en Provence en général. Un cas concret, à cause du dérèglement climatique, on est de plus en plus confronté au gel tardif dans les vignes, c'est-à-dire des gelées qui arrivent fin mars, courant avril, parfois jusqu'à début mai, avec des pertes très importantes sur nos vignobles. En ça, si on peut le prévoir quelques jours avant, eh bien, on peut arriver à lutter avec divers moyens de lutte. Ça peut passer par le travail de sol, l'application de certains produits. Enfin voilà, les techniques sont diverses et variées. On peut aussi maintenir un flux d'air sur les parcelles pour éviter que ça gèle trop fort. Voilà, donc ça c'est un cas concret où Météo Varoise a pu apporter une expertise et a pu clairement sauver de la récolte. Ça a été chiffré, on l'a vu avec les clients dans beaucoup de domaines. On a aussi autre chose, on a beaucoup de restaurants sur la côte, par exemple l'été, qui doivent dresser dehors. C'est tout bête, mais ils doivent dresser dehors des tables, font des couverts à 80-100 couverts la soirée. Si vous avez un orage qui arrive en plein service, comment on fait?
Voilà, donc il y a un enjeu déjà économique et de risque pour les personnes. Et donc là, je rebondis sur ça. Là. Si on a, par exemple, demain, on a un restaurateur qui souhaite faire appel à toi et à ton entreprise, comment ça se passe? Comment il fait concrètement? Alors, en général, ils viennent me contacter soit par mes réseaux sociaux, soit par le site internet qui est meteovarroise.fr, souvent par le bouche à oreille. Et ensuite, on établit un abonnement. Les abonnements, en fait, pour les professionnels, c'est toujours annuel, quasiment toujours annuel. C'est plus facile pour gérer. Et puis, en fonction des seuils que le client va me donner, voilà, il faut surveiller tel paramètre, pluie, vent, voilà, Ouais. telle température, etc. Je vais le conseiller ou alors vraiment lui dire, écoute, aujourd'hui ça va pas, il vaut mieux que tu ne serves pas du tout le soir ou que tu mettes tout le monde à l'intérieur. Voilà, l'enjeu c'est ça. C'est extrêmement personnalisé, c'est-à-dire que extrêmement personnalisé. tu vas quand même avoir des choses où peut-être envoyer, je pense, un bulletin d'alerte peut-être quotidiennement ou à plusieurs entreprises. Mais après, tu vas en fonction de tes clients et par exemple, certains ne vont pas recevoir la même alerte s'ils sont là sur Fréjus-Saint-Raphaël que dans l'Ouest Var sur Toulon, si par exemple l'orage est plus localisé ici. Tout à fait. Un cas concret aussi, c'est le BTP. Moi, j'ai pas mal de clients qui travaillent dans le BTP et donc forcément, d'un point à l'autre du département, suivant l'installation qu'il y a à faire ou les travaux qu'il y a à faire, le risque, l'aléa ne va pas être le même. Il y en a, ils vont redouter la pluie, d'autres le vent, etc. Donc effectivement, en fait, chaque semaine, selon la zone de chantier du professionnel ou de l'autre professionnel, on va adapter la prévision à la demande. Voilà, c'est un travail où on ne s'ennuie pas parce qu'effectivement, c'est multifactoriel. On a beaucoup de choses à gérer. On a aussi... Parfois, quand vous avez des intempéries qui se produisent la veille, ils ne peuvent parfois pas travailler le lendemain. Donc, on va devoir fournir des rapports sur la zone où ça a été touché parce qu'ils habitent loin. Voilà, ils ne vont pas faire venir les équipes. Il y a un enjeu d'optimisation en fait, du travail. Et ça, aujourd'hui, si vous perdez une journée de travail, ça aura des conséquences. Mais si vous y allez et que vous la perdez vraiment avec tout votre personnel dessus, vous allez vraiment perdre de l'argent. Voilà. Et tu es tout seul aujourd'hui dans ton entreprise? Aujourd'hui, je suis tout seul. Voilà, j'ai la chance d'avoir un frère qui est développeur informatique, qui travaille à son compte aussi, qui m'a permis en fait d'optimiser en fait mon flux de travail. Merci en tout cas. Et donc tu parlais tout à l'heure aussi et tu travaillais beaucoup avec les collectivités territoriales. Comment tu améliores justement, quel travail tu proposes pour les collectivités? Je sais que tu es souvent notamment en rapport avec les communes, les maires, nos maires varois. Et donc du coup, qu'est-ce que tu proposes pour les collectivités et notamment pour la gestion des crises qu'il peut y avoir? Je pars d'un principe de base qui est fondamental. Je dis que Météo Varoise intervient en complémentarité des services de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ça s'étoffe quand même beaucoup. Avec la technologie, on peut faire beaucoup plus de choses au niveau de la prévention et des alertes. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, moi, j'apporte la connaissance du territoire. Je suis varois, je suis né dans le Var. J'ai fait beaucoup de situations météorologiques délicates dans le département. Donc, je suis en mesure de les conseiller sur les mesures à prendre, sur les impacts qu'on va avoir en fonction de la perturbation qui est prévue. Et ça va leur permettre de s'organiser, donc de faire des actions préventives sur leur commune, quelle qu'elle soit, selon le risque prévu. Ça, c'est quand on est dans le prévisionnel, mais aussi sur les retours d'expérience. On va fournir des données concrètes, de pluviométrie, de température, pour les sécheresses aussi. Voilà. On va les aider en fait à combler le manque d'informations quand même et de précision qu'ils pourraient avoir parce que on est quand même dans le système d'alerte aujourd'hui quand même national puis départemental, mais il n'est pas communal, il n'est pas vraiment territorial. Un département, ça a beaucoup de secteurs. Il y a beaucoup de ramifications parfois selon le secteur concerné. Donc, je leur apporte cette précision supplémentaire par secteur vraiment du département. Je sais aussi un peu par mon ancien métier à quel point tu es déjà apprécié par les élus parce que notamment par ton travail. Aujourd'hui, nous le savons, il y a 153 communes dans le département du Var. Comment tu fais pour accompagner? Alors je ne sais pas si tu accompagnes les 153 communes, mais en tout cas, comment tu arrives justement à gérer un petit peu toute cette pression? Parce que nous le savons, après, derrière les maires, lorsqu'il y a un événement, c'est la difficulté de ton métier, et notamment des prévisions, c'est que c'est souvent dans l'urgence. C'est malheureusement, tu peux... L'anticipation, tu parlais d'anticipation tout à l'heure, c'est vrai, mais il y a quand même un caractère d'urgence qui doit être difficile à gérer. Tout à fait. Il y a un caractère d'urgence qui est très difficile à gérer. Là, on sort d'un... Donc là, maintenant, au moment où on parle, il fait beau un certain temps. Mais le week-end qui est passé, avec les inondations, ça a été 72 heures très compliqué. Donc c'est-à-dire que vous dormez très peu, effectivement, la nuit.
le jour vous ne dormez pas, parce que les appels s'enchaînent, parce que les bulletins s'enchaînent. Et vous avez la pression effectivement, alors il faut savoir que les élus ont eux-mêmes une pression au-dessus. Voilà, après il y a quand même tout un bassin de vie à gérer en général, donc c'est compliqué. Donc le but c'est d'avoir la meilleure efficience. Voilà, déjà en amont, on essaye de 48 à 72 heures, parfois 96 heures, à vraiment cibler les secteurs qui vont être touchés. Ça, aujourd'hui, tu arrives à le savoir? Parce que c'est une vraie question, ça. La dernière fois, j'en parlais aussi avec mes amis, justement, parce que et je pense que tout le monde se pose la question. Et la météo change quand même tout le temps, et peut-être même d'heure en heure, voire même de 30 minutes en 30 minutes. Ou même, comment tu arrives à affiner ces modèles-là, justement, du plus précis possible? Alors, il y a une base d'expérience déjà par rapport à ce que le modèle va voir. La référence climatologique et puis le ressenti aussi du prévisionniste que je suis vont faire que déjà on va pouvoir établir déjà 4-5 jours avant, parfois 6 jours avant, un niveau de préalerte, je dirais, sur la situation qui nous attend. Si ça tombe un week-end, c'est important, les communes elles vont devoir préparer leur personnel et parfois en rappeler. Donc si ça tombe un dimanche, vous voyez, c'est pas comme si ça tombait un mercredi. Donc ça, on va devoir le gérer, le préparer. C'est là l'importance que tu as aussi, parce que par exemple, ça, Météo France ne peut pas forcément l'anticiper, le prévoir quelques temps avant. Et donc c'est là l'importance que tu as auprès des communes aujourd'hui de notre département, et justement qu'ils puissent aussi s'organiser, parce que cette organisation-là, elle est super importante. Tout à fait. Si on doit comparer Météo France à ce que je fais, Météo France est un organisme météo national, mais c'est pas eux qui vont dire à la commune mettez tant de personnel en astreinte, faites revenir un tel ou un tel. Voilà, moi je vais leur proposer ce devoir de conseil à mes communes. Alors je ne travaille pas avec toutes les communes du Var, j'en ai un certain nombre qui me font confiance au fil des années. Mais je vais pouvoir leur dire, voilà, là je pense que ce week-end-là, il faut que vous soyez blindés, parce que si vous activez votre PCS, si vous activez votre salle de crise, si vous êtes en présentiel 24-24, après voilà, il va falloir prévoir, c'est dans la durée. Sans ça, et ça c'est toute l'année. Alors toute l'année on échange, mais effectivement dès qu'il y a des rushs météorologiques, ça devient très tendu. Et le but c'est effectivement de pouvoir leur répondre de la manière la plus claire possible et en temps et en heure pour qu'ils ne soient pas surpris, parce qu'une fois que la situation vous devance, c'est très compliqué de la rattraper, d'autant plus quand on parle d'inondation, ou alors c'est pareil quand on parle de phénomènes type Mistral violent, etc. Quand vous êtes dépassé par un nombre de dégâts qui s'accumulent sur la même heure, là ça devient compliqué à gérer, c'est pour ça qu'on anticipe un maximum. Bien sûr. Tu nous as parlé tout à l'heure notamment de l'installation des stations météorologiques dans la Minute Pitch. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment l'installation de ces stations a amélioré que ce soit la prévention des inondations, notamment après les événements de 2014 et de 2010? On a à peu près une trentaine de stations météorologiques que la météo nationale avait installées jadis et qui sont toujours en fonction aujourd'hui. Mais au final, en fonction de tout ce que je rencontrais moi sur le terrain, orage, fort Mistral, froid intense ou chaleur intense, canicule, je remarquais quand même qu'il y avait des zones où vraiment il fallait des relevés météorologiques et donc il fallait apporter du matériel. Voilà, on devait avoir ce qu'on nous disait. Parfois il y a des secteurs qui sont plus chauds, plus froids, plus pluvieux, moins pluvieux. Donc le but c'était déjà... Donc c'est toi qui as défini les communes où tu mettais ces stations, avec ton expérience et ta... Voilà, on avait une base déjà à Météo France. Avant il y avait un réseau d'observateurs bénévoles, il y avait beaucoup plus de pluviomètres par exemple, et on savait identifier des zones où il pleuvait beaucoup. Donc dans le département on en a trouvé, on a Méhoun, on a Colobrières, on a Lamartre, on a tous ces coins-là qui sont extrêmement pluvieux, on a Bagnols-en-Forêt aussi, il pleut beaucoup mine de rien dans ces secteurs-là. On installe du matériel pour avoir en fait une normale qui déjà reflète plus la réalité que sur une trentaine de stations. Là, on est à presque une centaine. Donc le territoire est très maillé sur 153 communes. C'est pas mal, d'autant plus qu'avec la technologie, on a pu avoir d'autres modes de transmission, donc on n'était plus dépendant forcément d'une box internet, on pouvait avoir le réseau cellulaire, donc aujourd'hui ça nous aide beaucoup. On a pu mieux mailler le territoire pour avoir plus de records et mettre en avant des lieux qui climatologiquement, le Val, par exemple Gina-Servi, à 325 mètres d'altitude, c'est un des secteurs les plus froids du Var. Et c'est à 325 mètres. Voilà. Et qui a accès à ces relevés justement? Tu es le seul, ou après du coup toi tu les envoies par exemple, pour la petite anecdote, je sais que tout à l'heure, juste avant de venir, tu devais envoyer à une collectivité le relevé pluviométrique. Donc en fait voilà, tu dois absolument, c'est toi qui le fais à la demande des communes pour savoir un petit peu le niveau. Alors déjà, la majorité de mes clients professionnels qui ont un impact fort avec la météo, qui ont une activité météo sensible forte, je leur conseil d'investir dans la station météo, quoi qu'il arrive.
Ça leur servira. Déjà, ça leur servira à l'instant T, mais aussi pour les futurs, oui. voilà, les futures années, ils auront un historique climatologique. Ça, c'est super important. Donc, du coup, ça a permis aussi de mettre beaucoup de stations. Les stations, il y en a une partie qui sont consultables sur des sites météorologiques. C'est les communes ou c'est les entreprises qui investissent du coup? C'est les deux. C'est les deux. Les deux peuvent investir dans... Les deux peuvent investir. Après, Météo Varoise aussi a des stations dites en gérance, c'est-à-dire qu'il y a des domaines viticoles, par exemple, qui ont pris un abonnement de prévision météo. Mais il fallait entretenir leur station météo, donc du coup, l'entretien, Météo Varoise le gère. Et il y a à peu près 30% de stations météorologiques qui ont été entièrement financées par Météo Varoise parce qu'il n'y avait pas de demande dans les secteurs en question. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'entreprise, vous étiez en plein milieu forestier et pas d'agriculture. Voilà, vous voyez. Donc, voilà. Et les données, après, sont en général fermées, mais on ouvre les stations dites à record. Un maximum de gens puissent y avoir accès et comprendre un peu la climatologie du département avec les stations qu'il y a déjà. Je crois qu'il y a presque une vingtaine de stations qui sont ouvertes aujourd'hui. Voilà. Il faut garder quand même du produit d'appel derrière, puisque je suis quand même une entreprise, donc il faut quand même... Voilà, et quel est le record aujourd'hui, pour une petite anecdote, quel est le record aujourd'hui que vous avez pu relever à Météo Varoise dans une station météorologique? Il y en a beaucoup. On a eu je crois que l'hiver dernier, on a eu au moins 15 degrés à Trigance, par exemple. On a aussi eu au Mont-la-Chance quand il y avait une station météo. Alors aujourd'hui, elle n'y est plus. On l'a mise plus bas dans la plaine, mais il y a eu des rafales à presque 150 km/h. Il y avait eu presque 200 km/h à la Sainte-Baume en 2018. Sur Cotignac, on a décelé un coin qui est extrêmement chaud l'été, avec beaucoup de températures au-delà de 40 degrés, en fait. Peut-être 4 à 7, 8 dans l'été, ce qui est énorme, ce qui est plus que la base du Canet des Morts, qui était déjà un endroit réputé très chaud, mais vous voyez, avec l'installation de cette station-là, on a trouvé encore plus chaud. Je pense qu'on peut encore progresser, mais ça c'est pareil, c'est grâce au progrès. Oui, bien sûr. Chose qu'il y a 20, 30 ans, on ne pouvait pas faire parce que les communications n'étaient pas les mêmes. Voilà, ça remet dans le contexte. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Je sais aussi, et tu en as parlé tout à l'heure, que tu proposes notamment des offres pour les particuliers. Nous le voyons, tu es très suivi notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur ta page Facebook. Je pense que comme tout le monde, à chaque événement, on est tous sur ta page en train d'actualiser parce que c'est vrai que c'est quand même vachement important et ça peut concerner, ça concerne tout le monde. Donc je pense que l'ensemble des habitants varois et dans chaque territoire touché, notamment lorsqu'il y a des orages ou des inondations, nous sommes très préoccupés par cela. Comment on peut bénéficier de ces prévisions détaillées et des alertes? Quelles sont les offres que tu proposes pour les particuliers? Et pour nos auditeurs, s'ils ne sont pas encore abonnés, qu'ils puissent le savoir. Alors déjà, pour revenir sur le nombre de personnes qui suivent, etc., les activités de Météo Varoise tout au long de l'année, moi je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant parce que, au fond, c'est quand même ce que je voulais, c'est-à-dire inculquer une certaine culture du risque. Aussi dire quand ça allait que quand ça n'allait pas. Vous avez des situations météorologiques qui restent quand même basiques. Il ne faut pas trembler à chaque pluie, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, beaucoup plus de personnes sont concernées par le sujet de la météorologie, et encore plus chez nous, avec un département qui bouge beaucoup en fait, au niveau météo toute l'année. Comment les gens... D'ailleurs, je rebondis sur ça, est-ce que tu penses que c'est un département où il y a le facteur risque le plus élevé entre les feux de forêt, les inondations? Est-ce que tu penses qu'on est un des départements en France avec le facteur risque le plus élevé? Alors j'aurais tendance à dire que tous les départements du sud-est de la France connaissent des risques importants au niveau des sécheresses, des feux de forêt, des inondations. D'ailleurs, quasi-totalité des records de pluie en France métropolitaine, c'est dans le sud-est, donc Cévennes, Préalpes d'Azur, on a eu Draguignan chez nous, voilà. Mais clairement, le Var est un des départements où ça bouge le plus à l'année en termes de climat, de météorologie, parce que c'est un carrefour climatique, il y a 13 microclimats quand même dans le Var. C'est le département qui en compte le plus en France. Partant de ce principe-là, vous avez compris. Voilà. Après, si vous allez dans les Cévennes, vous allez aussi trouver de fortes problématiques. Dans le Roussillon, vous le voyez avec la sécheresse qui n'en finit plus. D'ailleurs, je rebondis sur un point parce que c'est vachement important. Je sais que en commentaire, il y a eu quelques débats et notamment avec la presse. Est-ce que tu peux nous dire, on va parler justement aux spécialistes et ça permet de clarifier la situation, la différence entre un épisode méditerranéen et un épisode cévenol? Parce que je crois que tu avais fait une rectification la dernière fois où on avait parlé d'épisode cévenol pour notre département alors qu'on est sur un épisode méditerranéen. Est-ce que tu peux nous préciser la différence? C'est une très bonne remarque, parce qu'effectivement, il faut bien garder à l'esprit qu'un épisode cévenol, en réalité, ne touche que les Cévennes. C'est-à-dire que le Var, s'il y a un épisode cévenol, il ne sera pas concerné par ce phénomène-là. C'est aussi simple que ça. Lorsque le phénomène sort des Cévennes, il devient un épisode méditerranéen. Dans ce cas-là, il peut toucher notre région,
voilà, la région sud, ou alors le golfe de Gênes aussi, la Toscane, la Corse, voilà. Nous, c'est un épisode méditerranéen qui nous concerne en automne, pas d'épisode Cévenol. Il arrive par contre qu'un épisode Cévenol, du coup, se détache en épisode méditerranéen, mais voilà, la temporalité ne sera peut-être pas la même, ça passera peut-être plus vite qu'en Cévennes, vous voyez, voilà, c'est la situation météo après qui est à réanalyser. La clarification au moins est faite. Voilà. Merci. Donc du coup, pour revenir sur les offres des particuliers, qu'est-ce que Météo Varoise, qu'est-ce que vous pouvez proposer et surtout, nous parler aussi de comment tes alertes, comment les alertes de Météo Varoise ont pu aider peut-être les résidents à se préparer aux intempéries. Comment on peut accéder au service déjà? C'est toujours Tout à pareil, fait. c'est par le site internet météovaroise.fr, on peut me contacter. Il y a une rubrique abonnement, donc les particuliers en l'occurrence. Si les professionnels, c'est sur devis, parce que comme on l'a expliqué, c'est très variable. Le particulier, lui, peut avoir accès à un bulletin départemental que je vais écrire tous les jours. Et il y a 4 zones, 5 avec les îles d'hier, où ils vont pouvoir se repérer sur le bulletin. Et chaque zone, en fait, il y a une prévision AG+1 et qui va sur les 3 prochains jours ensuite. Qu'on reçoit tous les matins. Tous les jours, voilà, dans la journée. Ça dépend de la charge de travail, mais en tout cas en journée. Et donc, ça va leur permettre déjà de prévoir leur week-end, déjà de base, principe de base, de leur faire économiser de l'argent aussi des fois, parce que quand vous habitez à Toulon, que vous voulez aller dans le Verdon, et si vous arrivez là où il fait pas beau ou inversement, bon, voilà, vous allez engager quelques frais. Tout à fait, c'est tout bête, mais voilà. Et donc aussi, il y a pas mal de particuliers qui habitent en zone inondable, ça on le sait, et qui prennent en fait ce service-là pour protéger leurs biens. Parfois même, je connais même, il y en a certains qui vont ailleurs le temps de l'épisode pour être sûr de ne pas inonder chez eux, mais ça les aide surtout pour les assurances aussi, puisque à force d'inondation, il y a certains assureurs qui ne voulaient plus forcément suivre. Et donc avec cette information-là, ils peuvent mettre en sécurité plus de choses et avoir moins d'impact. Et c'est moins de démarches pour eux aussi. Oui. Voilà, quand on peut protéger son véhicule, ses biens, etc., c'est quand même un point en moins supplémentaire et ça, c'est important. Et là, comment fonctionne ton système d'alerte? Par exemple, si tu vois qu'un modèle à 96 heures commence à être un peu dangereux, est-ce que tu as des premières alertes bien avant? C'est toujours, et encore une fois, est-ce que tu arrives à le faire dans l'anticipation? Est-ce que c'est forcément dans l'urgence? Comment ça se passe? On va en revenir à la pression déjà qu'on a sur le métier et là, la pression médiatique. Pour le coup, tout le monde s'est intéressé à la météo depuis quelques années, mais aussi surtout les médias. Donc maintenant, dès qu'à 96 heures, quelque chose commence à se pointer sur nos cartes, les médias vont le savoir par leurs cellules diverses d'information, bien sûr, et donc vont parfois dire, voilà, épisode méditerranéen qui arrive. Mais épisode méditerranéen, c'est quoi? C'est un épisode qui apporte de fortes pluies, oui, c'est vrai, mais les cumuls ne vont pas être les mêmes. Vous prenez 50 à 100 mm sur un épisode, selon la situation, ça va très bien se passer. Vous en prenez 200, 300, 400, ça ne va pas être la même histoire. On habite une région qui est habituée aux fortes pluies. Voilà, on sait que nous, notre climat, c'est comme ça. On sait qu'on peut avoir de superbes étés, des périodes de temps calme très longues, mais on sait que quand il va se mettre à pleuvoir, il va pleuvoir. Déjà, la seule chose à savoir au départ, c'est que notre région peut encaisser beaucoup. Ça, c'est un principe de base. Quand les sols sont saturés, là, on devient en difficulté, mais voilà, c'est un certain seuil. Quand des régions vont avoir du mal à encaisser 100 mm en 24 heures, dans le centre de la France par exemple, et que nous, on va le prendre directement à la sortie de l'été, après 2 mois de temps sec, ça va quand même vite s'évacuer. Voilà. Ce qui est important à dire, et c'est vrai que tu l'as souligné, en fait, ce qui est dangereux, c'est pas forcément les pluies sur le moment, parce que les gens pensent souvent que c'est les pluies intenses qui peuvent y avoir sur un moment T. Mais en fait, c'est l'après, avec le débordement des ruisseaux, etc. C'est ça qui va être dangereux. Et c'est là aussi où vous intervenez. Alors et là, la transition va être toute faite, puisqu'on va parler aussi un petit peu de ton travail en tant qu'expert avec le SDIS 83. Mais c'est ça aussi ce travail de prévention là qui est vachement compliqué. Tout à fait. Alors, si on prend l'épisode de fin octobre qui a causé tant et tant d'inondations dans l'Est Var, très récemment, on savait que ça allait être un épisode ascinétique lente, c'est-à-dire que vous avez pas mal de pluie déjà avant. Il y a eu cet orage à Villedoban la première nuit, mais qui a été très localisé. Même si c'est un record, ça a été très localisé. Il ne se passait pas grand-chose à ce moment-là dans l'Est du département. Mais après, il s'est mis à pleuvoir beaucoup pendant des heures et des heures avant le pic du soir, du samedi soir. Voilà. Et là, on savait qu'avec tout ce qui était tombé avant, on avait déjà des sols saturés par rapport à ce qui était déjà tombé aussi en septembre sur l'Est, parce qu'il y a quand même eu des pluies très importantes. Et on savait donc que sur 3 heures, on allait prendre des intensités qui allaient être beaucoup plus fortes par rapport à tout ce qui était tombé de manière générale sur le département.
et donc qu'on allait avoir des problèmes. Donc c'est important effectivement de savoir à quel moment on va vraiment être embêté par une montée des eaux soudaine. C'est important de le préciser, tout comme il est important de préciser que les inondations de ruissellement ne sont pas les inondations par les crues. Les inondations par les crues, dans le cas de la plaine de l'Argence, elles arrivent plusieurs heures parfois après que les précipitations se soient arrêtées. C'est un vrai danger. Mais les inondations de ruissellement, elles n'attendent pas. Elles arrivent toutes. Dans les centres urbains, on le voit. On le voit, on a vu le cas de Cannes il y a quelques semaines aussi. Ce sont des inondations de ruissellement. Et ça, il faut s'en méfier autant que les crues, parce que vous-même, sans vraiment vous en rendre compte, en pleine nuit par exemple, vous pouvez être pris au piège par des coulées de boue, etc., ou des montées subites de fossés ou autres cours d'eau. Enfin, voilà, autre ouvrage. Et ça, tu arrives à le savoir. Enfin, tu arrives à le savoir, ça, dans l'urgence, quand ça va être une inondation de ruissellement, de crue, etc. Oui, enfin, on a maintenant la capacité de le savoir. On a la capacité de le savoir. Voilà, nous avons des cartes qui sont très claires là-dessus, la pluviométrie estimée en 1 heure. On va aussi, en tant que prévisionniste météo, déterminer l'instabilité de la masse d'air. S'il y a un orage, vous allez avoir plus d'intensité que s'il n'y a pas d'orage. Les pluies orageuses étant très violentes, l'activité orageuse rendant le phénomène plus fort. Vous savez déjà que si vous n'avez pas d'orage, il y a des chances que les intensités soient plus modérées, plus linéaires qu'un gros orage qui arrive et qui donne 70 mm par exemple en 1 heure ou moins. Que si vous avez des pluies qui sont homogènes, modérées, et là elles vous donnent 5 à 15 mm par heure. C'est vrai que tu parles souvent, ça je rebondis dessus, parce que tu parles souvent en millimètres. Là on a parlé à Valence, je crois, alors j'ai plus le chiffre en tête. On est arrivé jusqu'à 400, 500 mm. À partir de quand on se dit c'est critique? Est-ce que c'est 80, c'est 100, ou est-ce qu'encore une fois là ça dépend des sols saturés, ça dépend s'il a plu un petit peu avant, ou est-ce que il y a une limite en se disant par exemple là si il y a 120 mm qui tombent en 1 heure, ça va être critique et on sait que derrière il va y avoir ça va engendrer pas mal de problèmes. C'est là qu'il faut faire la distinction. Donc en tant que prévisionniste, c'est là où on va devoir dire, voilà, si c'est 120 mm en 1 heure, en tout cas dès qu'on dépasse 30-40 mm en 1 heure sur une ville comme Saint-Raphaël, vous allez avoir des difficultés. Voilà, antériorité des pluies ou pas, vous allez avoir des difficultés. On l'a vu sur l'orage du 14 août 2024, qui a touché Roquebrune-le-Muy, qui sans crier gare est arrivé avec une intensité phénoménale en 30 minutes. On a eu des difficultés, mais le phénomène est vite passé. Là, je pense où il faut vraiment s'inquiéter, c'est quand l'aspect cru entre en compte, parce que là, les crues, ce sont nos cours d'eau qui sont déjà chargés, qui vont sortir. Ça diffère de l'inondation de ruissellement qui, elle, est souvent beaucoup plus localisée. Et ça, pour prévoir donc le phénomène de crue, on va prendre en compte par contre l'antériorité des pluies, la saturation des sols, le niveau dans les karstes. Donc il y a beaucoup d'entités, ça dépasse la météorologie, on va se renseigner aussi sur le plan hydrologique, le type de sol, ça va aller plus loin. Il y a beaucoup, ce n'est pas simplement des cartes, la météo, l'expertise va beaucoup plus loin que ça. Et effectivement, si vous prenez 200 mm en 48-72 heures sur des sols qui sont déjà saturés ou quasiment saturés, vous savez que vous allez avoir des montées. Vous savez que si une intensité orageuse en plus va s'ajouter à ça, sur un bassin versant particulier, Nartuby, Aï, Réran, c'est des exemples, on va avoir des montées qui vont être plus fortes que ce que le modèle voit. Là, on va commencer à vraiment s'inquiéter. Par contre, si on sort d'un bel été, qu'il n'a pas plu de 2, 3, 4 mois, donc d'une belle saison, et qu'on prend 100, 150 mm en 24 heures, alors oui, ça va faire du ruissellement. Ce qu'on appelle les orages d'été, bien souvent. Typiquement fin août, septembre, ça peut arriver. Vous allez avoir du ruissellement. Oui, les sols sont secs, c'est vrai. Mais nos sols profonds, ils sont vides. Nos cours d'eau, ils sont vides. Donc, ils vont encaisser très rapidement cet abat d'eau. Voilà, c'est ça où il faut faire la distinction. C'est ça aussi où il faut expliquer aux gens qu'il vaut mieux que 200 mm sur une semaine ou moins. Ça arrive sur un sol sec que sur un sol saturé, je vous le garantis. Merci en tout cas pour toutes ces informations. D'ailleurs, et la transition est toute faite. On va discuter un petit peu de la troisième partie, et notamment cette partie de ton rôle d'expert au sein des sapeurs-pompiers du Var. Alors, comme on le disait tout à l'heure, tu as été recruté en tant que maintenant, grâce à tes compétences et ton travail, en tant qu'expert météo auprès des sapeurs-pompiers du Var, donc du SDIS 83. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton rôle auprès des sapeurs-pompiers et comment ton expertise contribue-t-elle à la gestion des crises? Alors oui, effectivement, depuis 2019, à la demande du directeur du service d'incendie et de secours, j'ai eu un message qui me proposait de devenir expert météo pour le SDIS. Donc on s'est vu, on a posé les modalités, parce que c'est nouveau pour moi à l'époque. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. À l'époque, moi j'ai connu des inondations où il y avait pas vraiment de prévention, pas vraiment d'alerte. J'étais assez critique sur les services en général. Aujourd'hui, j'ai pris plus de recul. On a progressé aussi. Et c'est bien qu'en fait,
tout le monde ait pris en compte en fait ce qui s'était passé pour pouvoir progresser. C'est la première chose. Mon rôle aujourd'hui, c'est de conseiller le SDIS quand il me le demande sur notamment les risques feux de forêt et inondations. Il peut y avoir d'autres conseils à faire sur par exemple des risques technologiques, chimiques, etc. Quand nous avons par exemple des incendies dans des milieux un peu potentiellement toxiques, voilà. Mais ça, ce sont des missions annexes. Le vrai focus, c'est inondations et feux de forêt. Voilà. Ce qui ne manque pas dans notre Ce qui ne département. manque pas chez nous. Et donc du coup, concrètement, comment ça se passe quand là, c'est encore une fois, ça va être dès que tu vas sentir qu'il va y avoir un modèle peut-être ou qu'il va y avoir quelque chose, c'est que là, tu vas te mettre tout de suite en rapport avec tu vas peut-être aller directement là-bas. Comment ça se passe? Alors j'ai été mis dans le bain très vite puisque je suis rentré donc à l'été 2019 et on a eu les inondations de novembre. Donc très vite, voilà, j'ai été mis dans le bain. On a eu les alertes rouges sur le département, donc 2 alertes rouges successives. Je me souviens qu'on a créé une salle sur WhatsApp qui nous permet d'être en contact permanent. On s'appelle souvent. Ça, je sais que avant cet épisode-là, une semaine avant, j'avais dit, écoutez, on va avoir des soucis assez sérieux. Les modèles ont envoyé 200-300 mm. Après déjà quelques pluies les semaines passées et sur de très larges zones. Bon, là, je pense qu'on va être un peu embêté et que après, on essaye de prévoir déjà un niveau d'alerte. Qu'est-ce que ça va être? Orange, potentiellement rouge. Je me souviens avoir dit orange foncé, déjà de base, d'emblée, ce jour-là, plusieurs jours avant, pour cet épisode-là. Donc j'ai vu tout de suite comment la situation de crise allait se passer, en fait. Donc j'ai connu les inondations de novembre. Je crois que c'était le 23 novembre. Et puis il y a eu le 1er décembre. Le 1er décembre où là j'étais au CODIS, effectivement on m'avait demandé de venir. 2e alerte rouge consécutive en une semaine. Et où là, sur la première fois parce que la première inondation, on était en liaison téléphonique, mais moi j'étais sur le terrain aussi parce que moi j'aime aller voir ce qui se passe. Oui. J'aime faire des photos d'orage, c'est ma passion aussi. Voilà, on peut en reparler après. Mais voilà, donc j'étais sur le terrain la première situation. Mais la deuxième, je savais qu'elle était sur un secteur qui concernait Fréjus, Saint-Raphaël, en tout cas l'Est-Var, qu'elle allait être beaucoup plus courte et pas forcément photogénique. Et donc, j'ai décidé d'aller voir. Et je m'en souviendrai toujours parce que ce jour-là, on a le crash de l'hélicoptère qui se produit au Rove. Donc, c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier. Moi, je me souviens d'une ambiance qui était devenue très pesante, très délicate. Mais je sais que ce jour-là aussi, on avait réussi à bien cerner la situation météo par secteur et qu'on s'était bien préparé. Et le but, c'est ça. Et surtout, aujourd'hui, d'être intégré dans un service d'incendie et en tant qu'expert météo, on sait aussi que ce qu'on va dire va être pris en compte jusque la haute parole de l'État potentiellement. Et c'est très important. Donc ça m'a permis de grandir sur divers aspects aussi. J'ai pris du recul sur certaines situations et on m'a expliqué comment la réponse elle allait fonctionner en fonction de ce qui va être dit par les services de l'État et en fonction de ce que je vais dire. Et au fil des années, j'ai pu étoffer un peu mes compétences aussi, grâce à des personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi au SDIS, qui ont vécu des inondations très graves, qui ont vécu juin 2010 sur le terrain. Voilà, tout ça, ça m'a aussi fait apprendre et grandir et je les remercie. Merci pour toutes ces informations en tout cas. J'aimerais revenir un petit peu sur notamment on a beaucoup parlé d'inondations, mais j'aimerais que tu nous parles notamment de août 2021. Août 2021 avec le feu de Gonfaron et que tu nous parles un petit peu de ton expérience du feu de forêt de Gonfaron puisque je sais que tu as eu après la prestigieuse médaille de la sécurité intérieure et donc je sais à quel point tu as, et je suis assez bien placé aussi pour le dire, à quel point tu as contribué justement aussi au succès de cette opération, si on peut dire. Quel a été ton rôle et comment tu as assisté les pompiers lors de ce terrible incendie que nous avons tous connu? Les saisons 2019 et 2020 n'ont pas été effectivement au théâtre de grands feux de forêt dans le Var. Mais c'était mes premières années en tant qu'expert météo au SDIS. Et donc je commençais à travailler avec des outils qui concernaient vraiment le feu de forêt. On a vraiment beaucoup de données, de modélisation qui sont vraiment portées sur le risque incendie, végétation morte, végétation vivante, quantité de réserves en eau dans le sol, etc. C'est très poussé. La prévision du risque feu de forêt aujourd'hui, il faut bien le prendre en compte. Et donc, il a fallu que je me perfectionne sur ces outils-là, qui étaient quand même assez nouveaux pour moi, puisque finalement, il n'y a que ceux qui font vraiment du feu de forêt qui peuvent travailler dessus. Quand on arrive en 2021, on a un été qui est chaud. On sort d'une canicule sur cette situation-là, avant cet incendie de Gonfaron, une canicule qui a donné environ 3 jours à 40 degrés sur une sécheresse qui est déjà forte à très forte. Nous avons un contexte qui est très mauvais. Nous avons du vent d'ouest, nous avons une humidité qui est extrêmement basse.
On savait que cette journée-là allait être très compliquée. Et moi, je me souviens que cette journée-là, d'août 2021, presque une des dernières journées de l'été où c'était vraiment très tendu. Et que bon, ouais, s'il peut rien se passer, c'est bien parce qu'après, on allait vers une situation qui était plus favorable au niveau du risque de forêt. Si vous avez beaucoup d'humidité, vous avez des pluies qui sont prévues, forcément, on ira vers le mieux. Et là, c'était vraiment la période charnière où c'était la sécheresse encore extrême. Donc voilà, partant de ce constat-là, on savait que c'était une journée qui était à haut risque. On avait fait l'analyse en ce sens, je m'en souviens très bien. Et malheureusement, en fin d'après-midi, on a eu ce départ de feu. Alors on en a eu un à Gien, un peu plus tôt dans l'après-midi, mais en fin d'après-midi, on a eu Gonfaron. Et on savait qu'au regard des données de vent que nous avions, de température, d'humidité et des relevés sur la végétation qui avaient été faits précédemment, quelques jours auparavant, on savait qu'il y avait potentiellement un risque d'incendie très violent. Et là, ton rôle, là, il était en amont pour les conditions, Le rôle etc. est en amont, Et après, pendant, parce que je pense qu'aussi ton rôle pendant, il doit être absolument crucial pour les sapeurs-pompiers, puisque tu vas aussi leur donner peut-être, on le sait, à un moment donné, si le vent va tourner, là aussi, il y a un caractère d'urgence où tu dois avoir une capacité d'adaptation qui doit quand même être assez impressionnante. Alors là, c'est mon premier gros feu de forêt en fait, à ce moment-là. Oui. Donc ça part, donc forcément, c'est le plus gros feu de forêt depuis tant d'années dans le Var. Donc il y a beaucoup de confusion au départ, c'est de se positionner. Donc les événements vont très vite. Tout de suite, alors après la partie amont, il faut traiter effectivement Donc là, tout de suite, on va voir les vitesses de propagation aussi. Donc je me souviens à être allé au PC de commandement, en tout cas le premier jour, 1 heure après environ après le départ, d'être moi-même allé sur le terrain, au contact, presque en bordure du... Je me souviens à la caserne des Maillons, où le contexte était très pesant. On entendait vraiment le feu, on voyait un nuage de fumée terrible. Donc là, ça a été de dire, voilà, les conditions à l'instant T du départ, c'est ça. Maintenant, dans les prochaines heures, ça va être ça. Mais surtout, on ne connaît pas encore l'étendue du feu à ce moment-là. Donc on sait qu'il va aller très vite. Et donc, qu'il va forcément rapidement monter dans les morts si on ne l'arrête pas, de par les conditions que nous avions. À ce moment-là, c'est de savoir, voilà, où est-ce qu'on peut encore l'arrêter, si on en a les moyens. Et puis surtout, les moyens, on les a, mais vous avez des conditions climatiques qui sont tellement exceptionnellement chaudes et sèches que vous êtes dépassé avec un Mistral à 70 km/h, un vent d'ouest à 70 km/h, vous ne pouvez pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est donner la conduite pour les prochaines heures, et notamment la nuit qui est arrivée, parce que la nuit, quand même, les moyens aériens. Voilà, vous n'avez plus les moyens aériens. Bon, la température baisse, voilà, mais le feu a gardé l'incendie a gardé une vitesse de propagation très élevée pour aller sur les morts. C'était compliqué. Donc là, le but, c'est de fournir la meilleure information météo possible, mais on est vraiment en temps réel. En temps réel, on est sur des choses qui se déroulent au quart d'heure, environ. Et avec des décisions, et avec des retours terrain. Avec des décisions où on le sait, il y a de nombreux pompiers engagés sur le terrain, etc. Donc on sait à quel point aussi des fois il peut y avoir des conséquences, et c'est pour ça que j'en profite aussi pour qu'on puisse remercier tous les sapeurs-pompiers sur chacune de leurs missions, ce qu'ils peuvent faire, parce que on le sait à quel point ils sont professionnels dans chacune des situations. Et j'aimerais aussi du coup rebondir sur ça, ce caractère de gestion de crise. Toi, tu es spécialisé, donc tu le disais aussi, ta passion, chasseur d'orage, etc. Tu as appris du coup un petit peu avec les feux de forêt aussi. Qu'est-ce qui est le plus... Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être... Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Est-ce que c'est cette gestion de crise, peut-être en tant que... Moi, je parle vraiment dans ton rôle à toi en tant qu'expert météo. Est-ce que ça va être vraiment les feux de forêt, ou est-ce que ou ça va être les inondations? On dit toujours que les inondations, l'eau, on ne peut pas l'arrêter, alors que le feu, on va pouvoir l'arrêter. Donc, pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur avec les enjeux qu'on connaît, les enjeux d'habitation, les enjeux humains qu'il peut y avoir derrière, les enjeux matériels? Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit mot là-dessus? C'est vrai que tout expert qui va parler, ça peut avoir une incidence. On va l'écouter, donc effectivement, ça peut entraîner des décisions derrière qui peuvent être fortes. Si on prend le feu de Gonfaron, moi je suis resté une semaine sur site. Donc on a eu la crise du départ, des premières 24 heures, qui a été déjà des toutes premières heures, puis sur 24 heures après. Mais il fallait encore traiter les lisières, il fallait encore faire beaucoup de choses une fois qu'ils avaient pu stopper le feu dans le sud des morts. Donc il fallait prévoir les champs de vent sur telle et telle zone. On avait, je crois, plus de 20 km de lisière. C'est énorme. Donc vous avez des altitudes qui diffèrent. Donc ça veut dire que les barrières de retardant, il faut les poser à certains endroits, pas forcément d'autres, parce que là on peut envoyer des hommes, etc. Je pense que c'est la répartition en fait du travail pour les personnels sur place. Quand vous allez dire, voilà, là on peut facilement faire une action
alors que sur la crête, à 400-500 mètres d'altitude, on ne va pas avoir d'autre choix que d'envoyer des avions, on va prioriser. C'est ça où c'est compliqué sur le feu de forêt, et puis ça va impacter donc fermeture de route, évacuation de personnes. Les campings, parfois les campings, on le sait à quel point. Les campings, bien sûr, et tout le stress qui va en découler tout autour. On sait qu'on a pas mal aussi d'animaux parfois sur le tracé, mais il va falloir prendre une décision de dire voilà, il y a de fortes chances que ça aille très vite dans cette zone-là, et donc il va falloir effectivement, quand on parle des fermetures de Dax Watcher, etc. Je rebondis sur ça parce que c'est très intéressant. Alors que ça soit dans les feux de forêt où je sais que notamment, avec, que ça soit vous comme les sapeurs-pompiers ou que ça soit avec Météo Varoise, vous êtes beaucoup dans le principe de précaution et d'anticipation, ce qui est l'élément fondamental. J'aimerais un petit peu avoir ton avis sur qu'est-ce que tu penses du principe de précaution, et notamment là je reviens un petit peu sur les inondations, qui est parfois appliqué de manière excessive, peut-être. Je ne sais pas l'expert qui parle, mais en tout cas c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux, etc. Notamment, on peut le voir dans certains cas, comme à Nice, le 8 octobre dernier, où on a pu voir qu'il y a eu les écoles fermées, alors que les pluies se sont concentrées peut-être beaucoup plus sur Marseille. Et que nous, peut-être pas le 8 octobre, mais 10 jours après, on n'a pas eu cette vigilance rouge qui peut-être aurait mérité une vigilance rouge. Qu'est-ce que tu penses justement un petit peu de tout ça, toi, de ce principe de précaution qui est... Moi, je me sens concerné déjà par la situation en tant qu'homme, en fait. Donc le principe de précaution, moi, je vais l'appliquer tous les cas. Au sein de mon activité, tous les cas, je vais prôner le principe de précaution. Mais bien sûr, il faut placer le curseur à un niveau ou un autre, suivant la situation qui est prévue. Sachant qu'au niveau, pour mon rôle d'expert Météo 10, il faut savoir aussi qu'après, il y a des hommes qui vont y aller, il y a potentiellement mettre des vies en danger. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc le principe de précaution, pour moi, je vais l'appliquer à chaque fois. Maintenant, sur le feu de forêt, bon, on sait qu'il y a moins effectivement de pression que l'inondation. Toi, tu peux avoir ce rôle quand même, et je me permets là de te couper sur ça, de dire aux sapeurs-pompiers ou à la préfecture, ou après les sapeurs-pompiers à la préfecture, de dire, écoutez, là, on a mis une vigilance orange, mais c'est plutôt, comme tu disais tout à l'heure, du orange-rouge, quoi. Enfin, tu vas quand même leur dire, tu peux quand même avoir ce rôle-là, de leur dire, là, sincèrement, moi, mes modèles me disent que, certes, on dit là que c'est pas forcément, que ça va être peut-être limité, mais moi, en tout cas, faites-moi confiance, ça risque d'être un scénario un peu catastrophe. Ça fait partie du devoir de conseil. Maintenant, voilà, il faut aussi savoir que selon le niveau de vigilance, ça aura des conséquences importantes sur l'économie, sur les déplacements de personnes, etc. Bon, voilà, il y a tout un contexte après qui est au-delà de la météo. Mais le principe de précaution pour les inondations, si j'en reviens à ça, parce que c'est ça qui nous cause aussi beaucoup de soucis ces dernières années, plus que le feu de forêt, c'est une évidence, les chiffres parlent. En termes de vie humaine, par exemple, moi je pense qu'il faut limiter un maximum les déplacements dans les horaires critiques, que sont par exemple le début de matinée, les fins de journée, c'est évident. Par contre, il ne faut pas rentrer dans la surenchère quand un département a dit de fermer et pas l'autre. Parce que si l'autre, il est par exemple en rouge et l'autre en jaune, à côté, alors c'est vrai que le découpage administratif fait qu'aujourd'hui c'est comme ça. Bon, voilà, c'est sûr que d'un département à l'autre, on ne va pas comprendre. Mais peut-être qu'effectivement, le département qui est en jaune sera de toute façon moins touché par les pluies que le département qui sera en orange ou rouge. Ça, c'est un principe de base. Est-ce que tu penses que, et ça c'est une réflexion purement personnelle, est-ce que tu penses que parfois il serait peut-être pas nécessaire d'avoir peut-être des alertes plus régionalisées ? Alors voilà, maintenant, il serait bien que la vigilance devienne infradépartementale, peut-être sur certains phénomènes. Plus inondation, ça peut se valoir. Quand sur les Alpes-Maritimes, vous avez que les Hautes-Vallées qui sont touchées et qu'effectivement tout le département ferme ses écoles, par exemple, il y aura un souci de compréhension. Mais c'est évident, en tant qu'homme, nous-mêmes, on va le ressentir. C'est normal. Bon, personnellement, j'ai pas d'enfants. Et je me mets à la place des familles qui ont 3 à 4 enfants et qui doivent organiser toute leur journée. Vous voyez. Donc, voilà, le principe de précaution, moi, je vais l'appliquer. Ah oui, toi, tu dirais même d'aller plus loin, de dire, par exemple, on peut mettre en vigilance rouge, par exemple, l'Ouest-Var et l'Est-Var, parce qu'aujourd'hui, on a la capacité, la possibilité de prévoir vraiment de manière beaucoup plus précise un phénomène météorologique. Pour moi, oui. Pour moi, oui, aujourd'hui, on doit, sur le paramètre d'inondation, on doit pouvoir progresser. Ils l'ont fait avec les avalanches, la vague submersion, ils ont découpé les zones. Mais sur la pluie inondation, je pense qu'on peut savoir progresser là-dessus. On le voit dans l'Hérault. Parfois, c'est Montpellier qui est touché, pas l'Ouest, inversement. Chez nous, on le voit, c'est l'Est-Var, pas Toulon. Vous voyez, après, il y a un souci de compréhension. Et je pense que le principe de précaution, il faut l'appliquer. Moi, personnellement, lors de la tempête Alex, la question que j'ai eue en tant qu'expert météo des sapeurs-pompiers du Var, c'est est-ce qu'il faut fermer les écoles, voilà, en orange.
première fois que j'ai à prendre cette décision, en tout cas qu'on va vivement m'écouter pour éventuellement le faire. Mais à l'ouest du département, il ne se passait pas grand-chose. À l'est, il pleuvait, mais ça allait. Le problème, c'est les consignes. Au-delà des vigilances, etc., c'est les consignes. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend sa voiture, qu'on voit que c'est le déluge total et qu'on n'attend pas, par exemple, 1 heure que ça passe, on va s'exposer à un danger. Donc le principe de précaution, moi, je vais l'appliquer. Pourquoi je vais l'appliquer ? Parce qu'on n'est pas derrière chaque personne. Et qu'après, il serait trop facile de dire « Ah ouais, mais il a dit qu'on ne fermait pas et il y a eu un mort. » Eh oui, parce qu'après, avant tout, je suis un homme, avant de prendre une décision. Et c'est même n'importe qui. Non, tout à fait. Donc on va l'appliquer, mais il faut mesurer. Voilà, il faut bien comprendre qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent quand même de définir des secteurs. À date, aujourd'hui, la vigilance est départementale. Peut-être que ça évoluera dans les années futures, mais je sais que pour la tempête Alex, les écoles ont été fermées uniquement à l'est du département, de mémoire. Au niveau de la préfecture, ils peuvent aussi mettre une certaine zone d'alerte qui n'est pas forcément générale. D'accord. Pour terminer, une petite dernière question. Tu parlais tout à l'heure notamment, et j'aimerais revenir sur ça, de ta passion de chasseur d'orage. Est-ce qu'aujourd'hui, alors même si tu fais ta passion entre guillemets tous les jours, tu vis de ta passion tous les jours, mais est-ce que tu arrives vraiment encore aujourd'hui, parce que je sais que tu prends notamment de très belles photographies, on a pu le voir notamment sur tes réseaux, est-ce que tu arrives aujourd'hui toujours à prendre autant de plaisir avec les conséquences derrière qu'il peut y avoir et les conseils que tu peux donner, tu vois un petit peu ce que je veux dire ? Je vois. Est-ce que tu as encore le temps finalement de pouvoir faire tout ça ? Alors effectivement, est-ce que j'ai encore le temps entre le feu de forêt, l'inondation et ce qui se passe Parce que notamment quand il y a une inondation, tu dois être sur le feu, sur le qui-vive, t'as pas trop, je pense que tu n'as quand même pas trop le temps de prendre des photographes. Enfin, t'en as, mais je veux dire, c'est peut-être beaucoup plus délicat. Je pense que si Météo Varoise aujourd'hui fonctionne bien, c'est déjà parce que je suis proche des personnes. Et ça, c'est important. Ils ont une cellule de proximité vraiment locale. Mais aussi parce que j'ai connu sur le terrain. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, ça fait encore ma force. Il y a beaucoup de clients qui m'appellent en pleine crise. On fait beaucoup de visio, mais non, bon, c'est le progrès. Ça a aidé. On fait beaucoup de visio, beaucoup d'appels. Mais voilà, tu es où ? Est-ce que tu vois la perturbation arriver ? Je suis dans ce secteur, l'orage arrive, je le vois. Visuellement, c'est méchant ou pas méchant. Ils aiment quand même cette plus-value expérimentale que j'ai sur le département. Parce qu'on prévoit toujours mieux les phénomènes que nous subissons. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le voir. Et dans le Var, effectivement, je vais être très concerné. Si une situation doit toucher le Var, je dois être dans le Var. C'est un principe de base. Si elle est forte, si c'est 1-2 communes qui est touchée par un événement localisé, un orage d'été. Mais si c'est un événement dimensionnant, bien sûr, il faut répondre aussi aux médias, il faut répondre à tout le monde, il faut être présent. Maintenant, je me déplace, je fais à peu près, 50, 60 000 km par an en Europe pour voir d'autres orages, dans des contrées méditerranéennes, ou alors pas forcément. Mais on apprend toujours de ce qu'on rencontre. Voilà, moi je suis un fervent passionné d'orage, de foudre. J'ai côtoyé des orages terribles dans le golfe de Gênes aussi, qui sont tout autant concernés que nous par la problématique. En Cévennes, dans le Gard, dans l'Hérault. Il est important de continuer à faire ça. J'ai encore le temps. J'optimise mon temps de travail. Alors, il faut savoir que quand je pars du Var, j'ai tout un attirail avec moi pour travailler. Parce que, bien sûr, il faut répondre à la demande, faire des visios, continuer à établir les prévisions. Ça ne s'arrête jamais. Parfois, vous avez une situation qui va démarrer dans le Var, 2-3 jours après, que je traque déjà en fait ailleurs. Par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, etc. Je sais qu'elle va arriver sur le Var. Donc, il y aura déjà... la situation sera déjà connue. Voilà, c'est pour ça que c'est important, je pense, d'être toujours au contact des phénomènes que de rentrer dans les bureaux. Je pense que moi, la plus-value, elle est là. Tu as besoin d'être sur le terrain. J'ai pu voir les dégâts liés aux phénomènes météorologiques divers et variés, les ressentir. J'ai vu des scènes terribles aussi, je ne vais pas les évoquer, mais ça marque. Et donc, effectivement, je pense que de tout ça, mes clients ont bien compris que j'avais besoin de ce terrain, de cette force sur le terrain, pour pouvoir mieux appréhender après les choses. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Météo Varoise ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Est-ce que Météo Varoise va devenir un jour météo PACA, météo Provence-Alpes, pas PACA parce que je sais que ça se dit plus, mais météo Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud. Est-ce que tu as peut-être vocation à grandir encore un peu plus, au-delà même du département peut-être ? Alors, j'ai pensé à grandir au-delà du département, mais après, ça veut dire une gestion qui est beaucoup plus compliquée. Ça veut dire aussi avoir du personnel. Ça veut dire qu'il faut la même personne qui est en face de, faut que la personne qui est en face de vous
et la même niaque du travail bien fait. C'est compliqué aujourd'hui. Il faut savoir répondre par des réponses claires aussi aux autorités, etc. Moi, je vais te dire, Christopher, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dans le Var. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. On est un département qui est soumis à beaucoup de risques. Et honnêtement, du travail, j'en ai beaucoup. Et je pense que si je m'étale, j'aurai plus la même légitimité envers les clients que j'ai déjà, qui me font confiance de longue date. Et pour les futurs aussi, j'espère en tout cas, ce que je souhaite, c'est que ça continue de grandir et d'évoluer, et qu'on puisse dans le département et aires limitrophes, parce que des fois, effectivement, on peut être amené à être en contact avec d'autres collectivités ou entités qui sont hors région parfois. Mais voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la culture du risque dans le Var, et pour se prémunir, être plus résilient par rapport à ces phénomènes-là, feux de forêt, inondations, mais pas seulement, on a aussi une région avant. On peut avoir de violentes tempêtes de Mistral, c'est moins fréquent, mais on peut avoir des gros épisodes neigeux dans le Var. On se souvient de 2001. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, et moi, mon but, c'est de continuer ce travail que j'ai déjà commencé, parce que dans le Var, je m'y sens bien. Comme tu le sais, je bouge beaucoup, je vois beaucoup de choses, mais quand je reviens dans le Var, je suis toujours je me sens vraiment chez moi, à la maison, et avec cette connaissance forte du territoire, et qui permet à beaucoup de gens aujourd'hui de prendre déjà eux aussi du recul sur les situations, et de vraiment s'alarmer quand il y a besoin, de vraiment se protéger s'il faut le faire. Je pense qu'il faut rester quand même à l'échelon local. J'ai pas pour vocation de prendre du personnel, de faire la météo autre part. Mais non, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. On verra l'évolution de ma carrière au fil des années. Mais je suis varois et je suis très attaché au territoire. En tout cas, Yoann, au nom de tous les auditeurs, je tiens sincèrement à te remercier, et je pense que je peux même aller plus loin, parce que tu peux le voir notamment beaucoup sur tes réseaux sociaux. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour le département, merci pour toutes tes informations, toute cette passion, en fait, grâce à cette passion et toute cette passion que tu peux transmettre, parce qu'on s'aperçoit, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important, et que derrière Météo Varoise, il y a un homme qui est passionné, qui est profondément passionné, et qui chaque jour, parce que c'est un peu ça, qui chaque jour, chaque événement derrière nous informe, et de manière d'une précision extrême. Et je tiens sincèrement à te remercier personnellement, mais je crois au nom de toutes les Varoises et les Varois, sans prétention, parce que tu fais un boulot formidable, et je pense qu'on peut te souhaiter de grandir, de continuer à grandir, et surtout que tu restes autant passionné par ce que tu fais, et parce que tu le fais très bien. Alors merci. Alors, sur cette minute, Yoann, tu le sais, c'est ce que j'appelle la minute question. La minute question, donc c'est à répondre. Je te pose des petites questions rapides à répondre en un mot ou d'une phrase maximum. On va essayer. Voilà, le but, c'est d'essayer. Okay. Un mot pour décrire Météo Varoise. Je dirais précision. Un chiffre clé. 18 ans, c'est l'âge à laquelle j'ai ouvert. Ta plus grande réussite. C'est qu'aujourd'hui, je suis écouté. Voilà, Météo Varoise est considéré, et il y a un vrai travail derrière. Ça, c'est ma plus grande réussite. Un conseil pour un jeune entrepreneur. Il faut rien lâcher. Il faut s'accrocher, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque où j'ai commencé moi. Un livre qui t'a inspiré. Les Traqueurs d'orage d'Alex Serment. Ouais, il se reconnaîtra. Une compétence essentielle pour réussir dans ton métier. La réflexion. Il faut être très attentif à ce qu'on dit. Il faut être mesuré. Une qualité indispensable pour un chef d'entreprise. Multitâche. Comment gères-tu le stress ? J'essaie de me sortir un peu de temps en temps de tout ça, mais c'est une habitude chez moi. Je suis toujours stressé de base. Une tendance actuelle que tu suis de près dans le domaine météorologique. Ouais, évidemment, c'est le dérèglement climatique. Une innovation qui t'inspire. Ouais, il y a on a accès à de nouvelles images satellites très précises là, ces derniers temps, depuis quelques semaines, un nouveau satellite qui a été mis en orbite. Je pense que ça va beaucoup nous aider pour la suite. Est-ce que l'intelligence, d'ailleurs, est-ce que l'intelligence artificielle va permettre certaines choses en météo ? Des premiers tests qu'on a fait, il y a une plus-value, effectivement, sur certaines choses, mais sur la prise de décision, je pense que l'humain, ce sera difficile de passer outre. Un objectif pour 2025 ? Que ça se passe bien pour tout le monde, en tout cas, mais que personnellement, je continue à avoir des phénomènes. Et niveau objectif, c'est de continuer à développer le réseau de stations météo. Une météo que tu redoutes le plus ? Les orages méditerranéens. Un événement marquant dans ta carrière d'entrepreneur ? J'ai moi-même failli être emporté 2 fois par les eaux. Quand ça ? 2014 dans le Gard, et puis il y avait eu un cas en 2010. Un outil que tu utilises quotidiennement ? Mon ordinateur, ça c'est évident.
tous les jours. Une anecdote amusante liée à ta passion. La foudre ne frappe jamais au même endroit. Je peux vous dire que si. Et parfois même au cours du même orage. D'accord. Possible. Ton lieu de travail préféré? Chez moi quand même, parce que C'est pas sur le terrain. chez moi, en fait, pour établir les prévisions, mais en situation, bien sûr, Être au dehors plus sur le près. terrain. Voilà, il y a deux phases. Bah, merci beaucoup. Merci.